Bonjour à tous, je suis Marion Mur, anesthésiste réanimateur au CHU de Toulouse. Dans l'unité d'anesthésie céphalique, on va faire un cours à destination du personnel paramédical qui est en soin du patient trachéotomisé, quel que soit le secteur. La trachéotomie, c'est la mise en place d'une canule perméable entre la peau cervicale et la trachée où passent les gaz respiratoires. Ceci se fait en dessous du larynx, donc en dessous des cordes vocales, sous ce que l'on peut voir au niveau du schéma, le cartilage thyroïde et le cartilage cricoïde. Donc ça va se faire entre principalement le deuxième et le troisième anneau cartilagineux de la trachée. Quelques rappels anatomiques nécessaires sur la compréhension de la trachéotomie. On voit sur la coupe longitudinale sagittale la plus à gauche la position stratégique donc de la canule de trachéotomie qui met en relation donc l'espace cervical antérieur avec donc les voies aériennes inférieures. Le patient, lorsqu'il inspire, l'air va partir donc au niveau de la canule de trachéotomie et aller vers les poumons. Et à l'expiration, l'air va ressortir des poumons, réemprunter la canule de trachéotomie et expirer donc au niveau du cou. Ceci, si le ballonnet est gonflé et que donc il assure l'étanchéité des voies aériennes inférieures et qu'il empêche donc le passage de l'air au-dessus de la canule, que ce soit à l'inspiration ou à l'expiration. Ce ballonnet va aussi permettre l'étanchéité vis-à-vis des liquides qui pourraient être présents dans la cavité orale ou le contenu du gastrique qui pourrait refluer vers la trachée sur un effort de vomissement ou une anesthésie générale avec perte donc des réflexes de protection des voies aériennes supérieures. On revoit ici donc la position de la canule de trachéotomie entre deuxième et troisième anneau trachéal. Donc on retrouve sur ce deuxième schéma, donc la canule de trachéotomie va être environ à ce niveau, donc entre le premier et le deuxième, ou le deuxième et le troisième anneau trachéal. C'est donc bien différent de la position d'une canule de cricothyroïdotomie qui se placerait donc à ce niveau entre le cartilage thyroïde et le cartilage cricoïde. Et la réalisation d'une cricothyroïdotomie répond à un événement critique extrême où on ne parvient pas à intuber le patient, donc dans des conditions de ce qu'on appelle intubation et ventilation impossible. On peut être amené à réaliser en urgence une cricothyroïdotomie par incision de cette membrane et mise en place d'une sonde d'intubation de très petit calibre ou d'une canule de cricothyroïdotomie qui est de très petit calibre et qui est donc bien différente d'une canule de trachéotomie qui donc sera dans une position plus basse. La trachéotomie, elle va être, on en rediscutera, à réaliser par un chirurgien expérimenté. Tandis que la cricothyroïdotomie, elle peut être réalisée par un médecin urgentiste ou un médecin anesthésiste réanimateur dans des problèmes d'accès aux voies aériennes difficiles. Sur le schéma le plus à droite, un rappel des rapports anatomiques de la trachéotomie dans cet espace cervical qui est largement, comme vous le voyez, vascularisé, donc avec une proximité des gros vaisseaux et des vaisseaux à destination de la thyroïde. Également, donc vous voyez cette glande thyroïde qui est posée à l'étage cervical et dont l'isthme couvre en partie les reliefs laryngés. On voit que donc la trachéotomie se fait dans un espace plutôt libre qui est juste en dessous donc de la thyroïde. Pour autant, on comprend la nécessité d'une certaine expertise pour réaliser cette trachéotomie en toute sécurité pour le patient. Sur ce schéma, on aborde une notion très importante qui est la différence entre trachéotomie et trachéostomie. Vous verrez dans les articles en anglais
la notion de trachéostomie avec STOMY, ce qui veut dire trachéotomie en fait. Donc méfiance quand vous lisez de la littérature de cette non-équivalence entre français et anglais et qui peut être source de confusion. Donc une trachéotomie, c'est donc juste la mise en place d'une canule donc, par l'incision faite dans la trachée. Donc une incision au niveau de la trachée, tomie, et donc la mise en place de cette canule. Une trachéostomie, c'est l'abouchement de la trachée à la peau, comme une colostomie, l'abouchement du côlon à la peau. Donc la différence, c'est que chez un patient trachéostomisé, ce patient de droite, on a enlevé en fait une partie très importante des voies aériennes qui est le larynx. Donc ces patients trachéostomisés, c'est très largement des patients laryngectomisés, notamment dans le cadre de cancer ORL. Et donc ces patients n'ont plus de relation entre la cavité orale et les fosses nasales et les poumons, et donc les voies aériennes inférieures. C'est-à-dire que la trachée va être directement en relation avec le cou. Tandis que le patient trachéotomisé, comme on l'a déjà vu, a toujours des fosses nasales et une cavité orale en relation avec les poumons. Du moment qu'il n'y a pas de ballonnet, comme sur cette photo, ou que le ballonnet est dégonflé. Et bien sûr, ce patient trachéotomisé, il suffit de lui enlever sa canule pour qu'il retrouve une anatomie ad intégrum, tandis que le patient trachéostomisé, il s'agit là d'une version définitive de son airway. On voit également que le patient trachéostomisé a la chance de ne pas pouvoir avoir d'inhalation puisque son contenu gastrique ou le contenu de la cavité orale n'a aucune relation avec la trachée et donc les poumons. Par contre, on voit que ce patient, pour être intubé, ce sera fort facile, puisqu'il suffira d'introduire une canule ou une sonde d'intubation via l'orifice cervical, qui est du calibre de la trachée, donc un calibre assez important et qui n'a pas vocation à se fermer, puisque la trachée est cicatrisée à la peau. Donc ces patients sont très faciles à intuber, mais le seul accès à leur voie aérienne inférieure, et donc à leur poumon, c'est par cet orifice cervical. De même, pour oxygéner ce patient, il ne sert à rien de mettre de l'oxygène au niveau de la bouche ou du nez, puisque le seul orifice sera au niveau cervical. Tandis que donc, le patient trachéotomisé, du moment, donc bien sûr on peut oxygéner le patient via sa canule de trachéotomie, ce qui est le plus logique, mais on va en discuter plus tard, si jamais il y avait des difficultés, on peut être amené à dégonfler le ballonnet ou retirer la canule au pire, et oxygéner le patient via la bouche ou le nez. On peut également intuber ce patient par une procédure tout à fait standard de laryngoscopie dans la bouche pour intuber le patient, puisqu'il possède toujours un larynx et une anatomie normale. Donc pour résumer, le patient trachéostomisé est un patient laryngectomisé jusqu'à preuve du contraire, donc pour lequel l'accès aux voies aériennes inférieures est très facile avec la mise en place d'une sonde d'intubation ou d'une canule dans l'orifice cervical, pour lequel il n'y aura aucune difficulté prévisible de canulation puisque l'orifice est cicatrisé et ne risque pas de se refermer. Il n'y a pas de risque de faux trajet, comme on en reparlera par ailleurs sur le patient trachéotomisé. Donc le patient trachéostomisé n'a également pas de risque d'inhalation du fait qu'il n'y a pas de relation entre le carrefour digestif et les voies aériennes inférieures. Donc vous voyez ici un patient trachéotomisé qui conserve des structures laryngées, un patient trachéostomisé qui n'a plus de larynx.
Une des compétences essentielles autour du patient trachéotomisé est de connaître les différents types de canules de trachéotomie qui existent et la raison pour lesquelles on les choisit en fonction d'une telle ou telle situation clinique. Donc d'abord, on va s'attacher à comprendre les différents types de canules. Donc ils vont se distinguer par leur diamètre, leur longueur, la présence ou non d'un ballonnet, comme on l'a vu pour protéger les voies aériennes inférieures, donc les poumons. Ensuite, la présence de fenêtres qui permettent la phonation. Ensuite, le matériel et le type de fixation de la canule. Et enfin, est-ce que la canule permet la réalisation d'une ventilation mécanique au moyen d'un bavus, d'un ballon ou d'un respirateur en anesthésie-réanimation. Donc pour illustrer mes propos, devant vous différents types de canules, avec ici une canule en PVC rigide non armée avec un ballonnet et qui est donc non fenêtré, qui permet l'interface à la ventilation mécanique ici. On voit donc le ballonnet qui est dans la position donc de la lumière trachéale, tandis qu'on a ce petit tuyau de rappel avec le ballonnet sur lequel on réalise le contrôle de la pression au moyen d'un manomètre. On voit ici une canule en PVC rigide également, sans ballonnet, mais qui est fenêtrée et qui ne permettra pas la ventilation mécanique. Et puis en dessous, ce sont des chemises internes, on va en reparler dans 3 secondes. Ici, on voit également une canule donc rigide, sans ballonnet, non fenêtrée et sa chemise interne non fenêtrée également. Ensuite, on voit ici une canule en PVC souple armée qui est donc forcément non fenêtrée et porteuse ici d'un ballonnet. Et elle fait l'interface à la ventilation mécanique. Puis ensuite ici vous avez encore une canule rigide en PVC qui est la fenêtrée, on voit bien les fenêtres, sans ballonnet et qui fait donc pareil, qui fera interface à la ventilation mécanique au moyen de la chemise interne. Dessous vous voyez des canules qu'on voit de moins en moins souvent qui sont des canules en argent, donc ça c'est la canule. Et ici la chemise interne, il y a un petit verrou qui permet de verrouiller la chemise interne à l'intérieur de la canule. Ici ce qu'on voit c'est le système Provox qui est donc un implant phonatoire, on en rediscutera juste après. Alors donc vous avez devant vous les principaux modèles de canules de trachéotomie de la marque Teleflex ou Roche qui sont utilisés au CHU de Toulouse, sachant qu'on a aussi des canules de trachéotomie de la marque Portex. Donc ici vous voyez une canule en PVC rigide à ballonnet non fenêtrée, une canule fenêtrée à ballonnet, une canule sans ballonnet non fenêtrée, une canule fenêtrée sans ballonnet et en dessous donc ce qu'on appelle les trachéoflex. Donc les canules d'en haut sont appelées trachéofixes, que vous retrouvez la marque au niveau de la collerette ici, la trachéofix. Voilà, tandis que les canules en dessous sont des trachéoflex, donc qui sont des canules en PVC souple, donc voilà, vous voyez, elles sont souples, armées, et qui sont donc non fenêtrées et qui peuvent être ou non porteuses de ballonnet. J'ai dans la main donc une canule Teleflex armée et vous voyez donc au niveau de la collerette, vous allez pouvoir déclipser la collerette et pouvoir faire avancer, donc voilà, coulisser cette collerette et pouvoir s'adapter à l'anatomie du patient, puisque ces canules elles vont être principalement mises soit sur des patients obèses pour lesquels il y a de la graisse au niveau de l'espace cervical, il faut pouvoir adapter la profondeur en fait de la canule, ou bien parce que le patient présente une déviation en fait de la trachée, donc l'incision cervicale elle va toujours être médiane, tandis que la trachée elle peut être refoulée d'un côté par voilà un problème, une pathologie X ou Y, et donc le fait que la canule soit souple va permettre de s'adapter à cette anatomie particulière du patient. Donc voilà, bien comprendre que cette collerette, voilà, elle se clip, vous avez dû entendre, et elle se déclipe et elle permet d'avancer donc la longueur de la canule après l'orifice cervical. Au niveau des canules
donc trachéo fixe. Juste un petit truc à savoir. Donc vous avez ici la lettre C au niveau de la canule, vous allez avoir C ou CP, ce qui veut dire canule ou canule phonatoire. Et donc les canules CP, ça veut dire la présence de fenêtres. Vous allez avoir canule phonatoire. J'espère que vous le voyez à la caméra. On peut retrouver, donc vous avez vu, il y a des systèmes de codes couleurs, mais attention, les codes couleurs, ça n'a pas vocation à rester fixe et ça se change. Mais en attendant, voilà, en dessous, vous allez avoir le diamètre des canules. Donc, ce qui nous intéresse dans la taille d'une canule, ça va être son diamètre interne. Donc, ID, ça veut dire inner diameter. Donc, ici, ça va être, par exemple, la verte, c'est une canule de 8,5. Et donc ces informations, vous allez aussi les retrouver sur la boîte de la canule. Donc vous, quand vous allez dans la réserve, ça va être ceci que vous avez devant vous. Et donc vous pouvez voir le diamètre donc interne ID de cette canule ici, là, qui est donc une 8,5. Vous avez aussi ce petit schéma qui vous rappelle là, donc que c'est une canule à ballonnet non fenêtrée ici. Voilà, et trachéofixe de la marque Rush. Voilà. On revient quelques minutes sur le patient trachéostomisé qui a lui la mise en place de canules très spécifiques qui sont donc des canules réutilisables. Le patient va avoir en général une ou deux canules à sa disposition qui va pouvoir nettoyer avec du savon doux. Il faut donc surtout jamais jeter ces canules du patient trachéostomisé et simplement les nettoyer à l'eau chaude avec du savon doux, voilà. En dessous, vous voyez les filtres humidificateurs réchauffeurs qui s'adaptent à ce système de canule de trachéostomie et sur lesquels des fois il peut y avoir le système Provox, hein, donc on en parlera, une valve phonatoire. Maintenant, notion extrêmement importante qui est la chemise interne. Donc vous voyez là sur les dessins qu'on retrouve la canule de trachéotomie dont on vient de parler, donc une canule en PVC à ballonnet fenêtré, et dessous les deux types de chemises internes qui vont être associées à cette canule, c'est-à-dire une chemise interne fenêtrée ou une chemise interne non fenêtrée, d'accord. Ces deux chemises internes, elles vont permettre l'interface à la ventilation mécanique. En soi, la canule ne permet pas de ballonner par exemple le patient avec un bavus, mais il faudra utiliser donc une chemise interne. Juste à manipuler au niveau des canules Rush. Donc on va avoir la chemise interne qui se présente comme ceci avec un petit collet qui est mobile, et on va donc insérer la chemise interne dans la canule, et pour la fixer il va falloir réaliser un mouvement là de rotation, voilà, et vous pouvez entendre un petit clic, voilà, que vous voyez au niveau des ergots là de la canule. Donc il y a un petit ergot, donc, et ensuite pour la retirer il faut tourner la partie mobile à la base de la chemise interne, et voilà, et retirer la chemise interne. Alors à quoi ça sert une chemise interne? Donc comme vous venez de le voir, ça peut faire l'interface à la ventilation mécanique. Donc c'est cet embout là qui est de taille standard, qui permet de s'adapter aux ballons auto-remplisseurs, à les bavus, ou au circuit de respirateur en anesthésie-réanimation. Ensuite, bien sûr, si la chemise interne est fenêtrée dans une canule fenêtrée, elle va permettre entre autres la phonation. Si vous souhaitez occlure les fenêtres de votre canule parce que votre patient vomit ou parce qu'il doit aller au bloc opératoire et qu'il faut assurer une ventilation mécanique, il suffit de mettre une chemise interne non fenêtrée dans une canule fenêtrée. Vous allez boucher les fenêtres. Ensuite, et le plus important, il faut comprendre que cette chemise interne, elle est là pour assurer la perméabilité de la canule. Et que donc, un des soins, on va en discuter, le plus important chez le patient trachéotomisé, c'est le changement quotidien de la chemise interne.
pour assurer la perméabilité en permanence de la canule, puisque le patient trachéotomisé, surtout dans les premiers jours de la trachéotomie, il va être très sécrétant et les sécrétions elles vont se coller à l'intérieur des parois de la chemise interne et elles risquent donc de boucher la chemise interne et donc de boucher la canule également. Et donc vous pouvez avoir un patient qui se met en détresse respiratoire pour un problème de bouchon. Et donc, des premiers gestes à avoir, ça va être de tester la perméabilité. Donc, vous avez un patient qui est donc porteur de sa chemise interne. Vous allez tester la perméabilité de la canule. Vous butez contre un obstacle. Il va donc falloir en urgence retirer la chemise interne, aller récupérer une nouvelle chemise interne du patient. Déjà, le patient normalement va pouvoir respirer de nouveau. On va retester la perméabilité de la canule sans sa chemise interne. Très bien, il n'y a plus de difficulté. J'aspire et je vais pouvoir mettre maintenant une nouvelle chemise interne propre au patient. Au retrait de la première chemise interne, vous allez pouvoir voir le bouchon à l'intérieur de la canule. Par exemple, on vous a fait un modèle de bouchon. Ça peut donner ça. Hein. Donc vous voyez, on a inséré un faux bouchon donc, sur cette chemise interne fenêtrée. Pour rappel, les modèles de trachéoflex à la base n'ont pas de chemise interne, bien que de manière très récente, on ait des chemises internes qui apparaissent au CHU de Toulouse. À noter que ce sont des chemises internes avec un matériel un peu mou, hein, donc, puisque ça c'est déjà dans une canule souple et donc il faut l'insérer en faisant des petits mouvements de rotation afin qu'elle s'insère complètement dans la canule. Donc la grosse différence, c'est que si vous avez une détresse respiratoire sur un patient porteur d'une canule trachéoflex, il ne faut pas d'emblée arracher la canule. Ça nécessite une certaine réflexion parce que vous décanulez un patient qui potentiellement est très compliqué à recanuler, voire à intuber, puisque pour rappel, ces canules souples, on va les mettre sur les patients obèses ou les patients ayant une particularité anatomique qui a conduit à choisir ce type de canule. Donc un patient qui fait une détresse respiratoire sur ce type de canule, il ne faut pas confondre la canule et la chemise interne et vouloir changer la chemise interne et arracher complètement la canule. Donc lui, il va falloir plutôt essayer de pousser le bouchon, ou d'autres techniques, notamment avec un fibroscope. On en rediscutera plus tard. On aborde maintenant une notion très importante, notamment sur les soins réalisés sur les patients trachéotomisés. Donc c'est l'humidification de l'air. Alors voilà, dans tout le vocabulaire à connaître autour de la trachéotomie, vous entendrez ce terme impropre de nez. Et donc ce nez, c'est rien de moins qu'un filtre inhumidificateur, puisque la réalisation d'une trachéotomie va dès lors shunter toutes les fosses nasales dont le rôle principal est de filtrer et humidifier, réchauffer l'air que l'on inspire. Il va donc passer par les fosses nasales pour arriver donc chaud et humide au niveau des voies aériennes inférieures et éviter en fait de les irriter de manière chronique. Quel est le problème de shunter donc ces voies aériennes supérieures? C'est de favoriser en fait les bouchons muqueux, qui est donc les sécrétions trachéales qui vont se sécher et peuvent réaliser donc ce qu'on a vu tout à l'heure, un bouchon au niveau de la trachéo, qui est donc un risque vital pour le patient et qui ne peut plus respirer. Donc, tout patient porteur d'une canule de trachéotomie doit avoir un système d'humidification, réchauffement de l'air mis en place. Donc, soit ils sont en réanimation ou en anesthésie-réanimation et vous aurez sur vos circuits de respirateur un filtre humidificateur type le filtre jaune classique, soit en réanimation vous allez avoir ce qu'on appelle des humidificateurs cocottes, donc qui réchauffent l'air au niveau du circuit et via le respirateur.
pour tout ce qui est patient de secteur non ventilé, le patient doit avoir un filtre humidificateur, donc qui porte en permanence, qui est changé au minimum toutes les 24 heures, ou bien plus que ça, il va être changé dès qu'il est saturé, donc notamment saturé de sécrétion. Ou si vous avez une collègue qui n'était pas réveillée et qui a fait l'aérosol du patient trachéotomisé avec le filtre en place, il va falloir changer ce filtre et surtout vous allez pouvoir recommencer l'aérosol puisque vous avez la totalité de l'aérosol qui s'est coincé dans les petites alvéoles du filtre humidificateur. Donc ce filtre, essentiellement la marque sur le CHU de Toulouse, c'est le Tracvent. Et donc avant on avait ces dispositifs verts qui nous permettaient après de connecter à l'oxygène. Donc ça se met comme ça sur le patient trachéotomisé. On va pouvoir connecter le filtre humidificateur, donc soit vous avez que le filtre simple, soit le patient avait besoin d'oxygène et on lui a rajouté cette petite portion avec donc cet embout qui permet de relier à l'oxygène. Maintenant on a des nouveaux modèles de filtres humidificateurs avec donc le Tracvent Plus là qui permet directement les aspirations. Donc là vous voyez une espèce de petite valve à travers laquelle vous allez pouvoir faire vos aspirations trachéales et sur le côté un petit embout qui permet de connecter à l'oxygène. Donc le filtre humidificateur c'est en permanence et on le change dès qu'il est saturé et au minimum toutes les 24 heures. Alors justement le patient ce matin est très sécrétant et il va falloir renforcer l'humidification de l'air et pour éviter les bouchons puisque vous avez remarqué qu'en plus les sécrétions devenaient collantes et donc on va proposer deux solutions. La première c'est la mise en place d'un aquapack mais l'efficacité est vraiment très moindre voire quasi nulle, donc concrètement on vous le recommande pas vraiment. Le plus efficace ça reste la réalisation d'aérosols. Donc là vous voyez c'est des aérosols qu'on appelle en lune, donc là on va mettre ça, c'est adapté en fait à la mise en place de l'aérosol au niveau cervical. On va pouvoir mettre du sérum physiologique, ce qui marche très bien, ou sinon du salbutamol ou autre chose, et un propulseur, donc un tuyau qu'on raccorde à l'air ou à l'oxygène en fonction des besoins du patient. Bien sûr, pour faire cela, on aura retiré le filtre humidificateur du patient pour réaliser les aérosols. On vient de l'évoquer, les aspirations trachéales sont un des soins vitaux du patient trachéotomisé, notamment si la trachéotomie est récente. Comme on l'a dit, le patient va avoir tendance à être très sécrétant puisqu'il a un corps étranger au sein de la trachée qui va le faire sécréter naturellement. Ou bien vous avez devant vous un patient BPCO ou qui présente une infection pulmonaire et qui est donc sécrétant et qu'il va falloir donc dégager de manière pluriquotidienne. À noter que la notion de couleur, consistance et la fréquence des aspirations surtout est très importante à transmettre à votre équipe médicale afin qu'ils adaptent soit les traitements, qu'ils réalisent des prélèvements bactériologiques, qu'ils adaptent les antibiotiques ou qui renforcent les aérosols. La fréquence d'aspiration va renseigner également sur la possibilité pour un patient par exemple de réanimation de passer d'un secteur où l'infirmière n'a que 2 patients à gérer à un secteur où l'infirmière pourrait avoir jusqu'à 20 patients à gérer. Donc un patient qui doit nécessiter des aspirations toutes les heures, il ne peut pas aller dans n'importe quel secteur. Se rappeler que l'aspiration trachéale est le geste le plus douloureux autour de la trachéotomie et que si vous voulez augmenter le confort du patient, il faut le réaliser sur l'expiration du patient. Donc on va demander au patient de prendre une grande inspiration, de bloquer la respiration, on introduit la sonde d'aspiration et on va pouvoir aspirer en même temps que le patient expire. Chaque
aspiration trachéale va favoriser les atelectasies. C'est le fait que le poumon se rétracte sur lui-même au moment où on aspire, ça va collaber les parois du poumon. À terme, on peut observer des désaturations du patient, avec un patient qui devient oxygéno-requérant du fait des aspirations très fréquentes. Donc, lutter contre l'atelectasie, ça va être la kinésithérapie respiratoire ou la ventilation mécanique avec de la PEP. Donc, on peut faire des petites séances comme ça de ventilation intermittente pour recruter tout l'arbre pulmonaire et, on va dire, regonfler les alvéoles du patient, ne pas se retrouver avec des alvéoles complètement écrasées qui vont faire le lit de l'infection pulmonaire plus tard. Ici, le détail du geste technique d'aspiration. On va prendre donc une sonde d'aspiration propre de calibre adapté au calibre de la trachéotomie de votre patient, un stop vide et un système d'aspiration fonctionnel qu'il faut vérifier avant de s'approcher du patient, du lubrifiant en spray, du silico-spray pour permettre un glissement plus facile de la sonde d'aspiration dans la trachéotomie. Et ensuite des compresses propres et des gants propres. Les compresses vont permettre de maintenir entre vos doigts l'extrémité de la sonde d'aspiration. On va pouvoir avancer la sonde d'aspiration d'environ 15 cm en conduisant souvent un mouvement de rotation. On évite d'aller plus loin que 15 cm. Pourquoi ? Parce que sinon on va venir blesser la muqueuse trachéale, notamment au niveau de la carène, cette zone au niveau des divisions bronche-souche gauche et bronche-souche droite, et donc qui fait le lit en permanence. Là, à chaque fois que vous aspirez, vous les tapez, vous pouvez créer des lésions des fois même hémorragiques au niveau de cette muqueuse trachéale. Donc on évite d'enfoncer trop loin, et donc sur l'expiration, on va pouvoir aspirer, donc mettre le doigt sur le stop vide et retirer la sonde d'aspiration en faisant des mouvements de rotation vers l'extérieur, et on s'assure qu'il y ait des sécrétions qui reviennent au niveau de notre tubulure d'aspiration pour que l'aspiration soit bien efficace. On recommence tant que le patient en a besoin. Un soin important sur le patient trachéotomisé est la vérification de la pression dans le ballonnet. Comme on l'a dit tout à l'heure, le ballonnet, c'est une barrière entre les voies aériennes supérieures et la trachée, les poumons. Il permet de prévenir l'inhalation, donc le passage du contenu de ce que le patient a dans la bouche ou bien de l'estomac s'il y a un reflux gastrique vers la trachée. Et également, ce ballonnet, il va permettre la ventilation mécanique, donc la ventilation des poumons sans fuite, qu'on soit en anesthésie-réanimation ou sur une procédure d'urgence dans les étages. Donc la pression du ballonnet, elle se surveille au moins toutes les 12 heures si le patient a un ballonnet gonflé, mais dans tous les cas, au moins à chaque prise de poste, on va devoir s'assurer que la pression se situe entre 20 et 30 cm d'eau, ce qu'on voit donc la zone en bleu au niveau au niveau du manomètre. Si la pression du ballonnet est laissée trop élevée, ça va conduire à une ischémie, donc de la muqueuse trachéale, et plus tard à une sténose trachéale qui va se créer lorsque la cicatrisation de cette ischémie va se faire. Voilà, le calibre de la trachée va se réduire et conduire à une sténose trachéale qui va être très délétère pour le patient. Lorsqu'on surveille la pression du ballonnet, on peut aussi détecter une pression qui diminue tranquillement dans le temps et qui est signe d'un ballonnet poreux dont voilà, le matériau s'est abîmé et qui ne retient plus l'air comme il faut. Et donc il faut regonfler ce ballonnet et le signaler et conduire sans urgence un changement de la canule pour avoir un nouveau ballonnet. Et dernière extrémité, vous pouvez vous retrouver avec un ballonnet qui ne tient pas du tout la pression. Donc là, souvent, on le voit d'emblée sur le petit ballonnet externe là, de surveillance, où on voit qu'il est complètement plat. Et donc, si on va essayer de le regonfler, et en fait, on a la pression qui ne tient pas et l'aiguille qui retombe à zéro à chaque fois. Donc, ça peut être la valve qui est défectueuse, la tubulure qui est percée ou le ballonnet en lui-même qui est percé. Dans tous les cas, il faudra là, de manière plus urgente, conduire à un changement de la canule pour avoir un nouveau ballonnet fonctionnel.
Enfin, 2 mots sur l'orifice de la trachéotomie et l'attention apportée à la fixation de la canule. Ceci est notamment vrai dans les premiers temps en post-opératoire d'une trachéotomie, notamment chirurgicale. Donc l'orifice de trachéotomie, il va falloir surveiller la cicatrisation de la peau autour de la canule, s'assurer qu'il n'y a pas de signe d'infection, qu'il n'y a pas de sténose autour de la canule avec une canule qui devient immobile, ou au contraire une béance avec un orifice trop large par rapport à la canule qui est insérée à l'intérieur. Vérifier qu'il n'y a pas de sécrétion autour de la canule, notamment en chirurgie maxillofaciale, de passage de salive qui pourrait traduire des orostomes, hein, et donc on peut avoir voilà, de la salive qui passe au niveau du cou et qui vient s'écouler au niveau de l'orifice de trachéo. Également la présence d'emphysème sous-cutané, hein, donc la présence d'air qu'on sent sous les doigts au niveau cervical, qui là peut être l'orifice, traduire des fuites au niveau autour de la canule, et notamment la notion de faux trajet cervical. On aurait changé la canule, ça serait mal passé, et donc la canule est peut-être pas dans la trachée, elle est peut-être dans les espaces du cou. Et donc vraiment prudence avec ce signe d'emphysème sous-cutané, sachant que l'emphysème sous-cutané peut aussi être un signe d'infection, hein, donc avec cette crépitation neigeuse, mais qui sera accompagnée là, de placards inflammatoires et rouges s'il s'agit d'une infection et d'une cellulite cervico-faciale qui peut être une des complications de la trachéotomie ou une des raisons de la trachéotomie. Enfin, la fixation va y être les 3/4 du temps, vous allez être devant une fixation avec un lien à scratch, hein, comme vous pouvez voir sur la première illustration en haut, ou la mise en place donc de fils cervicaux, hein, de points qui sont réalisés au bloc opératoire par les chirurgiens, et donc souvent il y a 4 points comme ça pour fixer la canule de trachéotomie sur un patient qui est donc probablement difficile à intuber. Et donc on conduit une fixation, on va dire un peu rigide les premiers temps, pour s'assurer que la canule ne va pas être mobilisée, notamment quand le patient est sécrétant sur les premiers temps en post-opératoire. Sachant que à côté de ces fils de suture qui maintiennent la canule à la peau, il peut y avoir la présence de fils de rappel. Donc c'est ce fil que vous voyez là à ce niveau. Les fils de rappel, c'est un fil qu'on fait passer dans la trappe d'incision lors de la réalisation de la trachéotomie, et qui permettent de recanuler en urgence le patient de manière plus facile. Donc en tractant sur les fils, on crée une espèce de toboggan et on réouvre bien l'orifice de trachéotomie afin d'assurer de manière plus facile la recanulation si le patient par exemple s'était décanulé de manière accidentelle. Il faut s'assurer donc dans tous les cas que la fixation assure la stabilité de la canule, mais qu'elle ne gêne en rien le retour veineux ni la mobilisation de la trachée au minimum de ce qui est toléré par le patient. Alors maintenant, quelques notions de phonation chez le patient trachéostomisé puis le patient trachéotomisé. Donc comme on l'a dit, le patient trachéostomisé n'a plus de larynx, il n'a plus de corde vocale, donc on n'entendra plus jamais le son de sa vraie voix. Le plus simple chez ce patient, ça va être la voix prothétique, donc l'utilisation d'un laryngophone. C'est un espèce de gros vibreur qu'on va mettre au niveau, sous le menton, et qui va faire vibrer l'air présent dans la bouche, qui donne une voix de robot très métallique. Le patient a juste besoin de surarticuler légèrement pour être compris. Il n'y a pas de rééducation réelle à faire pour être compris, et la parole se fait à n'importe quel temps, hein, expiratoire ou inspiratoire, puisqu'elle dépend simplement de la présence du laryngophone. Deuxième façon de parler, c'est la voix œsophagienne, hein, ou oro-œsophagienne, qui là nécessite une rééducation par le patient. Le patient va avaler de l'air au niveau de la poche gastrique, et ensuite sur un effort de rho, d'éructation, il va parler en surarticulant au niveau de la bouche.
Et enfin, troisième façon de parler, ça va être la voie trachéo-œsophagienne. Donc là, c'est grâce à la mise en place de cet implant phonatoire, implant phonatoire ou implant Provox. Le patient, vous voyez là, met le doigt au niveau de son filtre humidificateur qui en fait est une valve unidirectionnelle. En appuyant sur sa valve, en fait, il empêche la sortie de l'air par le filtre et donc l'air va sortir par un petit implant qui a été posé entre la trachée et l'œsophage. L'air va remonter dans la paroi, dans la cavité orale et le patient en articulant va pouvoir parler. Ceci est donc assez proche de la physiologie. Le patient va parler comme nous à l'expiration, donc il inspire à l'inspiration, l'air passe pas, il relâche la pression, laisse l'air passe dans la trachée via le filtre humidificateur et à l'expiration il va appuyer sur la valve pour empêcher la sortie d'air par le filtre et l'air va ressortir par l'implant. Il va pouvoir parler de manière intelligible. Donc de plus près, voilà cet implant phonatoire avec donc le côté œsophage et le côté trachée, sachant que ça se pose donc sous local via l'orifice de trachéostomie. On va insérer l'implant comme sur une petite épée et venir embrocher donc la paroi postérieure de la trachée et traverser jusqu'à l'œsophage. On voit donc ça ici une fistule œsophagienne volontaire faite par les ORL pour permettre la phonation de ces patients. Si l'implant est défectueux, on peut avoir en effet des petites fuites et donc du passage du contenu du bol alimentaire dans la trachée. Et de même, cet implant il peut se mobiliser et tomber soit dans la poche gastrique, soit dans la trachée. Et ça conduit à des complications autour de l'implant phonatoire qui sont bien connues des chirurgiens ORL. Chez le patient trachéotomisé, la phonation va seulement nécessiter de faire passer de l'air par les cordes vocales qui sont toujours présentes chez le patient trachéotomisé, qui sont donc au-dessus de la canule, au-dessus du ballonnet, au-dessus des fenêtres. Voilà, donc comment on fait? On met au patient une canule avec ballonnet fenêtré ou non, plutôt de petit calibre, donc on va avoir un ballonnet dégonflé, peu importe que la chemise interne soit avec des fenêtres ou sans fenêtre. Du moment que le ballonnet est dégonflé, il y a un passage d'air autour de la canule et l'air à l'expiration va passer dans les cordes vocales et le patient peut parler. Ensuite, on peut avoir une canule donc fenêtrée avec un ballonnet gonflé et une chemise interne fenêtrée. Donc là, l'air passe des poumons, il rentre dans la canule et il sort par les fenêtres de la chemise interne et de la canule pour passer dans les cordes vocales. Et ensuite, troisième option, on va avoir une canule sans ballonnet et là bien sûr peu importe la chemise interne puisque l'air va passer autour de la canule pour aller dans les cordes vocales. Juste la présence d'une canule dans la trachée fait que si elle est de gros calibre, l'air va préférentiellement passer dans la canule plutôt qu'autour de la canule. Et donc quand on essaye de faire parler un patient, on sait que le patient a quand même suffisamment évolué et on va plutôt prendre un calibre de canule de trachéotomie petit pour favoriser la phonation et que l'air passe plus autour de la canule que via la canule pour éviter que le patient force quand il veut parler. Juste une condition très spécifique qui est le patient ventilé et qui n'a pas d'autonomie ventilatoire, par exemple le patient tétraplégique sur une fracture cervicale haute qui est donc dépendant de son respirateur. Lui, on va lui faire une canule, il a besoin d'une canule donc à ballonnet puisqu'il est ventilé en permanence. Et donc ce ballonnet il sera maintenu gonflé et on lui mettra une canule fenêtrée avec un respirateur réglé de manière spécifiquement qui accepte les fuites et qui donc
va permettre de pousser de l'air à l'inspiration au patient. Donc comme il y a des fenêtres, il va y avoir une fuite qui se crée, donc là le patient peut parler. Et également à l'expiration, l'air va passer également par les fenêtres et le patient va pouvoir parler en fait au final aux deux temps, inspiratoire et expiratoire, mais dépendant d'une machine, d'un respirateur. Pour favoriser la phonation du patient trachéotomisé, on va pouvoir mettre en place une valve unidirectionnelle qui s'appelle valve de Passy-Muir, donc que faussement vous pouvez entendre appeler aussi clapet phonatoire. Voilà, mais c'est pas un implant phonatoire, ça non, on a vu, ça n'a rien à voir. Donc ce clapet phonatoire ou valve phonatoire, c'est une valve donc unidirectionnelle qui permet de favoriser la phonation. Comment? Eh bien, on va pouvoir voir que l'air va passer via cette valve, hein, d'accord, la valve va laisser l'air rentrer dans les poumons et lorsque le patient expire, elle va s'occlure. Donc il y a une petite trappe au fond de la canule, de la valve qui va se fermer avec la pression expiratoire et donc l'air va être obligé de passer autour de la canule et donc bien sûr vous avez veillé à dégonfler le ballonnet de la canule ou la canule n'est pas porteuse d'un ballonnet. Bien sûr, dans l'hypothèse où vous avez oublié de dégonfler le ballonnet, c'est très dangereux pour le patient puisque la valve va empêcher l'expiration par la canule et donc le patient va pouvoir inspirer mais ne peut jamais expirer, il va gonfler, donc c'est vraiment très dangereux, voire mortel. Concrètement, le patient va faire une détresse respiratoire et va s'arracher la canule, au mieux il aura arraché que la valve. Donc geste très important autour du patient trachéotomisé, c'est le changement de canule. Donc il intervient soit parce que la canule a un défaut technique, comme on a vu, un problème de ballonnet ou autre, soit parce que le patient évolue. Et donc par exemple on passe à une canule fenêtrée ou de plus petit calibre parce que le patient avance et qu'on veut favoriser aussi sa déglutition. Soit parce que justement le patient fait une complication et il avait une canule par exemple sans ballonnet de petit calibre et il doit repartir au bloc opératoire, il lui faut une canule à ballonnet et donc on va conduire à un changement de canule. Bien sûr ça répond à une décision médicale, il n'y a aucun changement systématique en 2025. Les recommandations c'est simplement après une trachéotomie, le patient doit avoir un changement de canule dans le mois qui suit la mise en place de la trachéotomie, mais il n'y a pas de date fixe à respecter pour le changement des canules. Ça va être selon l'évolution clinique du patient. Avant de conduire le changement de canule, il faut évaluer le risque de faux trajet. Donc plus la canule de trachéotomie est récente, plus le risque de faux trajet est important, puisque les tissus ne sont pas cicatrisés et si vous retirez la canule sans rien mettre à l'intérieur du trajet, vous risquez que tous les tissus se referment et que vous ne retrouviez plus jamais l'orifice trachéal de votre trachéotomie. Donc, se rappeler également qu'une trachéotomie réalisée en réanimation avec une technique percutanée, donc qui est la technique réalisée par les anesthésistes réanimateurs. Et cette technique-là, c'est un trou très adapté au calibre de la trachée, donc ça fait de très jolies cicatrices, mais malheureusement, si le patient se décanule, l'orifice est quasiment impossible à retrouver. Alors que, comme on l'a vu, la technique chirurgicale permet la réalisation d'une trappe qui a tendance à rester plus ouverte plus facilement, donc on peut avoir ces fils de rappel aussi qui vont permettre plus facilement de retrouver le trajet. Donc le risque de faux trajet, il est très important, je le répète, chez un patient fraîchement trachéotomisé et également une trachéotomie qui a été faite par technique percutanée et non pas chirurgicale. Avant de réaliser un changement de canule, on va préoxygéner le patient, notamment s'il y a des risques, comme on vient de le dire, de faux trajets, et pour sécuriser la procédure, puisque le changement de canule n'est pas un geste très facile pour le patient. Il va le faire tousser ou créer une période d'apnée sur laquelle il est bon qu'il ait des réserves en oxygène pour bien le tolérer. Donc bien penser à préoxygéner le patient pendant qu'on s'installe autour du changement de canule.
on pense avoir un chirurgien de recours au bout du téléphone, ou en tout cas le numéro à appeler en urgence, un collègue aussi à appeler en urgence. On réalise également pas les changements de canule à 2h du matin hors urgence à changer cette canule. Il faut faire ça quand il y a du monde autour de vous, si jamais ça devait mal se passer. Également réfléchir à la possibilité de faire ce changement de canule en salle de bloc opératoire si la raison de changer la canule est une urgence chirurgicale et qui nécessite d'aller au bloc opératoire. On est toujours mieux installé et surtout plus capable de réagir en situation d'urgence si on avait un problème sur le changement de canule. On prévoit tout le matériel nécessaire au changement de canule. De principe, il est bien de l'avoir en double. Et donc, surtout, la nouvelle canule de trachéotomie avec les chemises internes de calibre adapté qui sont présents dans le kit. On va donc prendre la canule, voilà, on retire le mandrin qui est présent. Donc, la canule dans le kit, elle est présentée avec ce type de mandrin. Donc, elle est chargée comme ça sur le mandrin. Il faut bien retirer ce mandrin. Donc on va sprayer avec du silico spray, donc du lubrifiant en spray, l'extérieur, donc le ballonnet, également l'intérieur de la canule. On dégonfle bien le ballonnet. On va informer le patient bien sûr de ce qu'on va réaliser. On va se munir d'un mandrin d'Eshman puisque actuellement en 2025 on ne fait pas de changement de canule de trachéotomie sans la technique donc de changement sur guide. C'est pas recommandé de retirer la canule sans avoir mis en place un guide qui permet d'assurer donc le trajet cervico-trachéal de la canule. On peut se permettre de sédater le patient selon son terrain respiratoire, cardiaque, autre, et le contexte également du changement de la canule. Donc ça peut aller de pas du tout de sédation parce que le patient est estomac plein et qu'il faut qu'il soit bien vigile ou voilà, qu'il y ait un problème de détresse respiratoire ou complètement endormi sous anesthésie générale et conduire à ce changement de canule parce qu'il y avait chez ce patient aucun risque particulier au changement et qu'il était bien estomac vide et voilà, et on peut complètement l'endormir pour réaliser un changement de canule de manière confortable. Pensez à conserver la canule d'origine, notamment si c'est par exemple une canule de trachéostomie, surtout pas la mettre à la poubelle et la garder pour que dès que le patient est réveillé, pouvoir lui remettre. Oui, parce qu'un patient trachéostomisé peut avoir besoin temporairement d'une canule de trachéotomie pour bénéficier du ballon et pouvoir être ventilé au bloc opératoire. Quelques notions importantes de transmission et d'évaluation des secteurs qui peuvent accueillir des patients trachéotomisés. Vous le voyez déjà avec toutes les notions qu'on a abordées jusque-là. Le patient trachéotomisé a besoin de personnel compétent autour de lui afin d'assurer sa sécurité. Donc il faut également évaluer si le patient a une nécessité de ventilation mécanique, s'il a une certaine instabilité clinique, il faudra le mettre dans un secteur qui possède des respirateurs adaptés aux patients. Également, comme on l'a vu, le nombre d'aspirations trachéales par 24 heures, donc la charge de soins du personnel qui va s'occuper du patient est très importante. Encore une fois, aussi le degré d'autonomie du patient vis-à-vis de sa canule de trachéotomie. Il y a des patients qui rentrent à domicile avec leur canule de trachéotomie et donc ils sont très autonomes, ils savent se changer les chemises internes, ils savent à peu près faire tous les soins que vous êtes amenés également à faire sur leur canule, tandis qu'il y a des patients qui sont absolument dépendants du personnel hospitalier et que donc plus la canule de trachéotomie est récente, plus le patient est dépendant du personnel autour de lui. Bien se renseigner sur le matériel disponible dans les secteurs où le patient va être admis et avec tout le matériel qui est nécessaire, notamment les marques, être bien sûr que les chemises internes de la marque de la canule du patient sont disponibles dans le secteur dans lequel il va être
transférer. Enfin, s'assurer que le médecin référent est identifié, donc le médecin qui connaît la canule, plus ou moins le chirurgien référent autour du patient. Également dans les procédures d'urgence, avoir identifié les chirurgiens référents de votre structure qui peuvent gérer en urgence un problème sur un patient trachéotomisé. Tout cela, donc, il faut anticiper pour assurer la sécurité du patient. Votre patient a évolué favorablement au cours de son séjour dans votre service et on va pouvoir envisager le sevrage de la trachéotomie, ce qu'on appelle grossièrement la décanulation du patient. Donc quand est-ce qu'on va pouvoir envisager ça? C'est si le patient a une ventilation spontanée qui est stable, voilà, il ne présente pas d'épisode de détresse respiratoire, pas de polypnée, il n'est pas essoufflé. Il a bien sûr pas de troubles de déglutition. Il a complètement récupéré sa déglutition. Pour rappel, la simple présence de la canule de trachéotomie au départ est une gêne importante à l'ascension du larynx qui permet une déglutition en protégeant les voies aériennes inférieures. Donc ça, rien que la présence de la canule de trachéo va nécessiter un certain temps pour que le patient récupère une déglutition efficace. Et bien sûr, on sèvre le patient que s'il a une toux efficace et qu'il est capable de sécréter lui-même ses crachats et de les faire remonter dans la bouche pour expectorer. On va faire, avant de décanuler le patient, un test avec bien sûr une canule de petit calibre et qu'on aura obturée par un plug ou bouchon, c'est la même chose. Ou sinon, on prend en fait une valve phonatoire sur laquelle on met un scotch et donc ça empêche le fonctionnement de l'ouverture de la valve à l'inspiration. Et donc le patient va être obligé d'inspirer par le nez et la bouche et d'expirer également par le nez ou par la bouche. Donc la canule de trachéotomie est complètement obturée. Bien sûr, si le patient le tolère mal, il suffit d'enlever le plug ou d'enlever le scotch et le patient va pouvoir respirer de nouveau. Et donc on décalera la décanulation. Si au contraire ça s'est très bien passé, le patient parle bien, il boit, voilà, il n'y a pas de détresse respiratoire, on va pouvoir retirer la canule. Et ensuite, on n'a pas besoin de fermer l'orifice de trachéotomie avec des poings en général. Et dans la majorité des cas, on va mettre un pincement occlusif sur lequel on met, vous voyez, une électrode AECG avec ce petit bouton. Et en fait, on va la coller là au niveau du pincement occlusif. Et on va dire au patient qu'à chaque fois qu'il parle et surtout à chaque fois qu'il tousse, il doit appuyer sur le bouton pour favoriser la cicatrisation et éviter qu'avec la pression, l'orifice de trachéotomie reste ouvert et que la cicatrisation mette du temps à s'installer. On aborde maintenant rapidement les urgences sur un patient trachéotomisé avec des notions qui peuvent sauver la vie de vos patients. Donc en urgence numéro 1, par ordre de fréquence, un patient qui fait une détresse respiratoire comme on l'a vu ou qui est retrouvé en arrêt cardiaque, il faut éliminer d'emblée qu'il ait fait un bouchon au niveau de sa canule de trachéotomie. Donc comme on l'a dit, on va très rapidement aller donc, avec une sonde d'aspiration tester la perméabilité donc, de la chemise interne qui est dans la canule. Si on sent un obstacle, on va retirer la chemise interne, reprendre sa sonde d'aspiration et là donc on s'aperçoit qu'il n'y a plus de bouchon souvent. Mais donc dans la chemise interne, on peut voir le bouchon présent et donc on met une nouvelle chemise interne au patient et soit il était en ventilation spontanée, il se calme tranquillement, soit il va falloir l'assister avec un ballon, notamment s'il a un arrêt cardiaque, conduire la réanimation cardio-pulmonaire. Un petit algorithme pour se rappeler qu'un patient qui a une détresse respiratoire sur une canule, il y a cet algorithme DOP avec se demander si la canule n'a pas été déplacée, si c'est pas un déplacement et donc s'il n'y a pas un faux trajet cervical. On va en rediscuter un petit peu plus après plus loin. Deuxièmement, donc comme on l'a dit, l'obstruction, le bouchon.
la canule qui est bouchée. Et ensuite, les autres causes, donc les pneumothorax, embolie pulmonaire, atélectasie, OAP, toutes ces causes pulmonaires ou cardio-pulmonaires de détresse respiratoire qui peuvent aussi arriver sur un patient trachéotomisé. Ensuite, le E, se demander si c'est pas un problème d'équipement défaillant. Donc ça va être plutôt sur le capno ou par exemple une canule de trachéotomie avec un ballonnet qui s'est percé et donc qui fait plus étanchéité sur un patient qui est dépendant de son respirateur. Et un dernier recours, le saignement, donc avec un saignement qui peut être intérieur ou extériorisé. Et donc là, en général, le diagnostic est assez rapide à faire. La prévention des bouchons, on se rappelle, c'est la mise en place du filtre humidificateur en permanence, au moyen d'humidification qui doit être présent en permanence sur les patients trachéotomisés et votre surveillance infirmière bien conduite. Donc du moment où vous accueillez un patient trachéotomisé, il faut avoir anticipé les urgences autour de la canule de trachéotomie. Donc en chambre, il doit y avoir une présence de matériel nécessaire autour du patient. Donc une aspiration fonctionnelle avec des sondes d'aspiration de différents calibres et les chemises internes, donc fenêtrées, non fenêtrées, adaptées à la canule de trachéotomie du patient. Au niveau du service, il faut des canules de diamètre inférieur à celui présent sur le patient et de diamètre bien sûr égal à celle du patient, bien sûr. Une pince de la borde, donc une pince tripode et voilà, qui s'ouvre comme ça de cette manière et qui permet, voilà, elle peut être insérée au niveau de l'orifice cervical et voilà, on va pouvoir ouvrir cet orifice et rattraper une décanulation accidentelle et favoriser une recanulation en sécurité. Et surtout localiser un fibroscope ou un nasofibroscope soit dans le service voisin ou le bloc opératoire. Donc il faut connaître la procédure pour récupérer en urgence un fibroscope parce qu'en cas de décanulation ou de problème sur une canule de trachéotomie, la remise en place de la canule de trachéo sous contrôle fibroscopique est très pertinente puisque le fibroscope il est un peu rigide, il va permettre de guider voilà, de se faire plus facilement le trajet jusqu'à la trachée et grâce à la caméra on va s'assurer qu'on est bien dans la trachée et qu'on n'est pas en train de faire un faux trajet dans le cou, ce qui pourrait arriver si on fait ça à l'aveugle de manière non sécuritaire. Donc ce patient qui fait une détresse respiratoire sous vos yeux, il faut absolument, donc comme on l'a dit, numéro 1, vérifier la perméabilité de la canule grâce à une sonde d'aspiration. Si on a un échec d'aspiration, on va changer la chemise interne. Si on se rend compte en voulant retirer la chemise interne qu'en fait le problème persiste et voir qu'on ne peut pas enlever la chemise interne tellement c'est la canule au total qui est dans un bloc moulé de sécrétion, il va falloir conduire à une décanulation. Voilà, se rappeler que dans ces cas-là, il faut avoir au préalable dégonfler le ballonnet. En fait, si la canule était porteuse d'un ballonnet, voilà, ça peut résoudre le problème temporairement avec le patient qui arrive à respirer autour de la canule simplement par l'air que vous dégagez autour du ballonnet. Mais ça veut dire qu'au niveau nasal et oral, il y a une communication suffisante pour que le patient puisse respirer donc par la bouche et par le nez en ayant dégonflé le ballonnet. Voilà, ça va respirer autour de la canule, bien se rappeler voilà, de dégonfler ce ballonnet également. Si il n'y a pas de place au niveau de la bouche, ce qui est la raison pour laquelle le patient a une trachéotomie, et bien, il va falloir décanuler le patient et aviser à remettre une nouvelle canule en urgence, donc sous contrôle fibroscopique comme je vous le précisais tout à l'heure, ou voilà, au moyen d'une pince de la borde. De se rappeler également que le patient peut avoir une ventilation au masque, au bas-vu, du moment que vous avez soit dégonflé le ballonnet, soit décanulé complètement le patient. Voilà, il faut dans tous les cas en urgence essayer de ventiler le patient en pression. Donc un patient qui peut avoir voilà, beaucoup d'œdème au niveau de la langue, vous pouvez arriver à le ventiler par la perméabilité des fosses nasales avec notamment une canule nasopharyngée ou une canule de Guedel donc, qui
qui s'insère soit dans le nez, soit dans la bouche pour la canule de Guedel, et qui peut permettre d'assurer une ventilation du patient et de stabiliser la situation. Donc se rappeler donc sur un patient chez qui vous venez de découvrir une décanulation accidentelle, on va pouvoir ventiler au masque le patient dans certains cas et ensuite conduire à une intubation trachéale en urgence chez le patient qui est intubable, hein. Donc se rappeler que dans tous les cas ça risque de pas être forcément facile, donc s'enquérir au moment où on prépare l'intubation de la raison de la trachéotomie, donc de bien transmettre à l'équipe médicale d'urgence qui arrive s'il y a une notion d'intubation impossible, hein. Donc si le patient a été trachéotomisé dans un contexte d'intubation impossible, il faut absolument que les médecins qui se lancent sur une intubation soient au courant, parce qu'ils ne vont pas persévérer dans un plan qui a déjà très peu de chances d'aboutir, et ils adapteront également le matériel qu'ils vont prendre, avec notamment au lieu de prendre un laryngoscope classique, ils iront vers un vidéo-laryngoscope. Également des choix de mandrin avec eux d'emblée. Donc cette notion d'intubation difficile, elle est très 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 importante à transmettre aux médecins qui arrivent en urgence. Par contre, si on a devant soi un patient qui s'est décanulé de manière accidentelle mais qui ventile de manière efficace, il est urgent de ne rien faire, et donc on va asseoir le patient, lui mettre de l'oxygène si nécessaire au niveau de la bouche, bien lui aspirer la bouche et appeler le médecin en urgence et voir en fait si on reconduit à une recanulation. Se rappeler que dans ces cas-là, si la canule est vraiment nécessaire et qu'il faut la remettre, on peut aussi reposer la canule dans des conditions sécuritaires au bloc opératoire et pas forcément en chambre sur un patient qui a peut-être eu un petit coup de frayeur, et les soignants également, et puis dans des conditions qui ne sont pas optimales pour faire ce geste. Et enfin, en dernier recours, un patient qui a été trachéotomisé depuis un certain temps, on peut l'intuber via l'orifice de trachéotomie. Se rappeler que également, si c'est un patient trachéostomisé, ça sera le seul moyen de l'assister sur une détresse respiratoire. Dans le cadre de l'urgence extrême de l'arrêt cardio-respiratoire, on va se placer donc sur l'algorithme d'arrêt cardio-respiratoire avec une réanimation cardio-pulmonaire médicalisée. Se rappeler que dans tous les cas, un arrêt cardiaque, ce qui prime, c'est la réalisation d'un massage cardiaque externe avec des compressions thoraciques à 110 par minute. Et sur ce patient trachéotomisé, comme on l'a dit, le bouchon étant la première cause de détresse respiratoire et puis de décès, il va falloir s'assurer que la canule de trachéotomie est perméable avec la même procédure que tout à l'heure. Si c'est le cas, on va pouvoir ventiler tranquillement sur la trachéotomie. Donc qu'elle est ou non un ballonnet, initialement on va pouvoir ventiler au bas-vu sur la canule de trachéotomie, si tant est qu'elle ait une interface à la ventilation mécanique. Et donc on va conduire à 10 ventilations tranquillement à un rythme donc de 10 par minute au niveau de la ventilation, pendant que un autre soignant appliquera un massage à 110 par minute de manière continue. Donc il n'y a pas besoin de relais 30 compressions, 2 insufflations. Du moment où le patient a sa canule de trachéo qui est perméable et qu'on peut le ventiler dessus, on ventile en continu à 10 par minute, donc c'est assez lent pour éviter de gêner le retour veineux pendant que un soignant réalise les compressions thoraciques en continu à 110 par minute. Bien sûr, il faudra appeler de l'aide pour conduire une réanimation efficace du patient et donner toutes ses chances au patient de récupérer. Donc se rappeler que il y a des algorithmes de réanimation cardio-pulmonaire sur un rythme choquable ou non choquable, hein. Donc ça change rien, la présence de la trachéotomie, et qu'il faut donc aller chercher un défibrillateur en urgence dès que vous avez un troisième soignant qui se présente au chevet du patient. Donc comme on l'a dit, on a vérifié la perméabilité de la canule, changé la chemise interne bien sûr s'il y avait le moindre doute, ventilé au bas-vu en ayant si possible regonflé le ballonnet afin d'assurer une ventilation la plus efficace possible et de protéger les voies aériennes inférieures du risque d'inhalation qui survient pendant le massage cardiaque bien sûr.
S'il s'agissait d'une décannulation accidentelle, eh bien, on répète les consignes que l'on a déjà vues antérieurement. On aborde maintenant les illustrations des deux techniques principales de réalisation d'une trachéotomie, qui sont soit la technique percutanée qui va être réalisée par les anesthésistes réanimateurs sur des patients les plus simples, on va dire, contre la technique chirurgicale qui est réalisée au bloc opératoire par des chirurgiens ORL, chirurgiens maxillofaciaux ou neurochirurgiens. La trachéotomie percutanée, elle s'est développée en anesthésie-réanimation, notamment sur les patients ventilés qui étaient difficiles à sevrer de leur respirateur. Elle permet donc la réalisation d'une trachéotomie par une équipe non chirurgicale et elle assure aux patients une cicatrice de trachéotomie quasi invisible à terme. Notamment, comme c'est une technique qui se fait par un procédé de dilatation qu'on va aborder en suivant, elle est impossible sur des patients qui ont des repères anatomiques difficiles, avec le patient obèse, le patient à cou court, une hypertrophie thyroïdienne ou autre thyroïdien, le patient qui a un rachis cervical instable ou au contraire un rachis cervical fixé avec la présence du menton au niveau de la zone cervicale qui nous intéresse, une infection ou une plaie cervicale antérieure qui gêne bien sûr l'incision de la trachéotomie. Le coup multi-opéré ou la radiothérapie cervicale également sont des contre-indications à une trachéotomie percutanée. Donc cette trachéotomie percutanée, elle se fait à l'aide de kits spécialement conçus, avec le kit le plus connu, qui est le kit de la Blue Rhino, de Cook. Quelques mots pour finir autour des complications autour de la trachéotomie. Donc comme on l'a vu, donc la pression du ballonnet au niveau de la canule doit être vérifiée, parce que si elle est trop élevée, elle va conduire à une ischémie de la muqueuse trachéale, ce qui va conduire en suivant à des ischémies, à des sténoses trachéales, donc qui devront être dilatées après de manière chirurgicale par des ballonnets. On a aussi également la présence des fenêtres au niveau de la canule, puisqu'on sait qu'à chaque fois que le patient va déglutir sa salive ou de la nourriture ou qu'il va parler, la canule va se mobiliser à l'intérieur de la trachée, et donc la présence des fenêtres va faire que ça peut faire un effet de râpe à fromage sur les muqueuses postérieures de la trachée, et donc créer des granulomes, ces irritations de la muqueuse qui vont après, la muqueuse elle va bourgeonner et rentrer dans les orifices des fenêtres, et ensuite à chaque mobilisation se mettre à saigner. Donc ces granulomes, il faut qu'ils soient retirés, et souvent ils sont cicatrisés avec du laser pour éviter qu'ils repoussent de manière chirurgicale, par un ORL bien sûr. Ensuite, on peut avoir des effets de trachéomalacie, c'est-à-dire que les anneaux cartilagineux deviennent mous du fait de la présence de la canule de trachéotomie. Et donc ça va surtout gêner les anesthésistes réanimateurs lors de la ventilation mécanique, puisque la trachée va changer de calibre en fonction des pressions des gaz qui passent lors de la ventilation. En soi, ça ne gêne pas le patient dans sa vie de tous les jours. Et ensuite, une des complications les plus graves, ça va être une érosion du tronc artériel brachocéphalique du fait souvent d'une canule de trachéotomie qui est trop basse, donc au niveau du cou, qui est souvent au niveau de la fourchette sternale. Et donc, on va avoir une canule battante du fait de la proximité de l'aorte. On peut remarquer que cette canule, elle est battante et elle s'avance, elle se recule, elle s'avance, elle se recule au rythme de la fréquence cardiaque. Quand vous observez ça, il faut aller réaliser en urgence un scanner cervico-thoracique et voir si la canule de trachéotomie n'est pas trop proche de l'aorte. Sans quoi, si ça arrive, bien sûr, c'est une hémorragie cataclysmique et une mortalité à 80% assurée si vous n'avez pas de chirurgien cardiovasculaire sous la main. Vous pouvez avoir des saignements bien sûr moins graves s'il s'agit d'une érosion d'un vaisseau thyroïdien, mais ça peut reconduire à une reprise au bloc opératoire pour faire un geste d'hémostage. D'autres complications que sont l'infection autour de la canule de trachéotomie, des troubles de déglutition et des troubles de phonation du fait de la présence de la trachéotomie qui a été laissée trop longtemps avec un patient qu'on n'a pas rééduqué, qu'on n'a pas restimulé parce qu'il avait un séjour long en réanimation par exemple.
on peut avoir une ponction de la paroi postérieure lors de la réalisation du geste de la trachéotomie. Ça va être surtout vrai sur la technique percutanée par les anesthésistes réanimateurs. Même si c'est réalisé sous contrôle fibroscopique, on peut avoir ce genre de complications. Comme on l'a déjà dit, le faux chenal qui arrive après un changement de canule de trachéotomie dans 99% des cas. Donc changement de canule de trachéotomie, détresse respiratoire ou gêne respiratoire immédiatement après, il faut penser au faux chenal, au faux trajet. Donc la canule n'est plus dans la lumière trachéale. Dans ce cas-là, ne surtout pas ventiler le patient sur sa canule de trachéotomie, sinon vous allez donc ventiler les espaces du cou, ça va gonfler au niveau du cou, vous allez vous apercevoir que vous pouvez avoir un gonflement, donc cet emphysème, là, ce crépitement sous les doigts qui s'installe une fois que vous avez ventilé un coup. Surtout arrêtez, sinon le risque c'est que l'air fuse au niveau du médiastin et en fait vous allez réaliser ce qu'on appelle un pneumomédiastin, et donc il y a de l'air qui va aller dans le médiastin jusqu'à arriver autour du cœur, comprimer le cœur. Et dans ce cas-là, c'est l'arrêt cardiaque assuré à la 3e ventilation et vous ne pourrez pas récupérer votre patient. Donc, prudence, prudence, prudence au faux trajet. Ne pas ventiler les patients sur qui il y a un doute de faux trajet. Et donc, comment on s'assure que la canule est en place? On entend de l'air qui passe. On a fait un test de perméabilité, on n'a aucun doute, là, on tombe bien dans la lumière trachéale, on ramène par exemple des sécrétions trachéales, donc là on est sûr que la canule est en place, ou on prend un fibroscope et on se retrouve dans la lumière trachéale, on visualise bien la trachée, donc la canule est en place, on peut ventiler. Ensuite, on peut avoir des pneumothorax sur les patients chez qui on a réalisé une trachéotomie et qui avaient conservé une ventilation spontanée, et donc qui font des efforts inspiratoires alors qu'on est en train de leur faire la trachéotomie. C'est pour ça aussi qu'il faut réaliser de manière systématique une radio de thorax après toute trachéotomie, hein, donc pour s'assurer de la position de la canule de trachéotomie et s'assurer qu'il n'y a pas de pneumothorax associé à la procédure, notamment sur la trachéostomie percutanée, où il est d'ailleurs indiqué et recommandé d'utiliser des curares pendant la procédure pour éviter ce type de complications. Et enfin, une fistule trachéo-œsophagienne, hein, donc un orifice qui se crée entre les deux si justement on a ponctionné la paroi postérieure de la trachée et qu'on est allé jusque vers l'œsophage. Et donc ça peut avoir des complications graves et difficiles à traiter. Merci d'avoir suivi ce cours qui se voulait le plus synthétique possible. Je vous invite à regagner vos centres de simulation pour réaliser des ateliers autour des gestes de soins du patient trachéotomisé ou la gestion de situations critiques sur patient trachéotomisé. Il n'y a que comme ça que toutes ces notions un peu complexes vont vous apparaître de manière plus claire. Je suis disponible bien sûr pour répondre à vos questions. Merci.